Ligne droite. Le grand entretien. Et pour mener ce grand entretien, je suis avec Richard Dessèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte. Et bonjour Pascal Pierrat, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée européenne du Rassemblement national depuis 2024, haut fonctionnaire et ancien juge d'instruction. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte et bonjour Richard Dessèze, bonjour à tous vos auditeurs. Alors nos auditeurs qui vous connaissent puisque vous êtes aussi chroniqueuse de façon hebdomadaire sur cette matinale et puis là on vous a fait venir pour un format plus long, vous voulez parler de ce droit du sol puisqu'en ce moment on en entend beaucoup parler, il y a différentes polémiques, chacun y va de sa science. Alors on va essayer de poser un petit peu les choses, savoir où ça en est et comment ça pourrait évoluer. Si les débats ont été lancés récemment, c'est à cause de Mayotte, à cause ou grâce à Mayotte d'ailleurs, puisque la restriction du droit du sol a été votée à l'Assemblée nationale. Donc c'était une proposition du député Philippe Gosselin qui est passée 162 voix pour, 93 contre. Et forcément, donc on s'interroge, où en est donc le droit du sol à Mayotte? Qu'est-ce que cela pourrait impliquer sur la France? Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer donc quelle est cette fameuse situation mahoraise qui remet en question notre droit du sol? Alors la première bonne nouvelle, Liselotte, c'est que le droit du sol n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle dont on nous rabat les oreilles depuis 48 heures. Donc ça, la première bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'on va pouvoir réfléchir par nous-mêmes, voyez-vous. Alors, pour ce qui concerne le droit du sol, je pense qu'il faut d'abord revenir à ce qu'est le droit du sol. Communément, on pense que le droit du sol, c'est le fait de naître en France, point. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué et si vous me le permettez, je vais donner quand même quelques définitions succinctes à vos auditeurs pour qu'ils se fassent une idée de ce que c'est. Le droit du sol, il peut intervenir dès la naissance de l'enfant. C'est-à-dire que quand les enfants sont nés de parents apatrides, là, l'enfant naît et devient français automatiquement. Idem lorsque l'enfant naît en France d'au moins l'un des deux parents qui est né en France, c'est ce qu'on appelle le double droit du sol. Là également, la naissance est acquise dès la naissance. La nationalité est acquise dès la naissance. Ensuite, on peut essayer également de faire jouer le droit du sol à la majorité de l'enfant. C'est-à-dire que lorsque l'enfant, et c'est un nombre important de cas, lorsque l'enfant est né de deux parents étrangers, qu'il réside en France à ses 18 ans, qu'il est là depuis l'âge de 11 ans et qu'il a passé plus ou moins 5 ans sur le territoire national, là, il peut demander à la majorité à devenir français et c'est quelque chose d'automatique. Et entre la naissance et la majorité, il y a également un cas dans lequel on peut devenir français, c'est lorsque les parents le demandent quand l'enfant a de 13 à 16 ans, ou lorsque l'enfant le demande entre 16 et 18 ans. Je vous passe les conditions, mais tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs façons de faire intervenir le droit du sol. Caricaturellement, c'est la naissance qui joue, mais en réalité, pas que. Alors, je vous indique d'ailleurs à cet égard, avant d'en venir à la situation de Mayotte, qu'on n'a pas les chiffres pour 2024. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous savez, souvent, on regarde un petit peu les chiffres avant d'intervenir. Et quand on les a pas, ça renseigne aussi. Parce que ce qu'on sait en matière de droit du sol, c'est qu'il y a eu une hausse colossale en France entre 2017 et 2023. Et on ne nous communique pas les chiffres de 2024. Voilà, je laisse ça à la sagacité de vos Mais auditeurs. c'est au moins Alors, suspect. voilà, c'est quand même très suspect. Bon, en même temps, on peut se dire que c'est allé comme tout le reste, hein. Si vous voulez, on avait déjà vu ensemble une hausse des demandes d'asile, une hausse des visas, etc., une hausse des régularisations. Donc, on peut imaginer que là, le droit du sol bat son plein, en fait. Alors, Alors, vous m'interrogiez sur la situation de Mayotte. ouais. Alors, il faut que vous sachiez que Mayotte bénéficiait déjà d'un statut dérogatoire depuis 2018, je crois, le dernier en date étant de 2018. Alors, la situation de Mayotte, à laquelle vous savez que Marine Le Pen est particulièrement sensible, pour ce qui concerne la proposition de loi, en effet, il y a ce qu'on pourrait appeler un durcissement.
appelons-le comme ça pour que ce soit facile. Il y a deux durcissements donc qui sont proposés. D'abord, on va exiger la présence régulière des deux parents sur le territoire. Auparavant, on demandait la présence régulière d'un seul parent. Et ensuite, on va demander une présence régulière depuis 1 an, alors qu'avant, c'était 3 mois. Alors, il vous a pas échappé qu'à cet égard, d'ailleurs, c'est cocasse. En l'état du texte aujourd'hui, qui n'est pas définitivement adopté, cette présence régulière a été votée à 3 ans et non pas à 1 an, comme le proposaient les Républicains, du fait d'une faute de vote des socialistes. Vous voyez? On est monté à 3 ans. Alors bon, gageons qu'on redescendra à 1 an. Mais en tout cas, voilà quels sont les critères qui vont être un petit peu durcis. Donc maintenant, présence régulière des deux parents au lieu d'un seul, et puis présence depuis 1 an sur le territoire au lieu de 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, sans parler de durcissement réel, parce qu'il y a quand même beaucoup de façons de contourner les choses, on peut dire que le curseur se déplace lentement. Voilà. Ouais. Ce qui n'est pas non plus quelque chose de tout à fait satisfaisant, parce qu'en réalité, il aurait fallu des règles beaucoup plus dures pour mettre fin à la situation. C'est d'ailleurs la même chose en termes de régularisation. Vous savez, on a beaucoup dit que Bruno Retailleau, dans sa circulaire, avait durci et était absolument ferme. D'ailleurs, il a même dit lui-même qu'il assumait cette fermeté, c'est dire. Et puis en réalité, on se rend compte que absolument pas. On déplace un tout petit peu le curseur de façon tout à fait cosmétique. Et évidemment, on ne résout rien. Quand nos députés s'interrogent sur le droit du sol, Pascal Pierrat, est-ce qu'ils ont conscience que la question qui se pose normalement derrière tout ça, c'est de définir qui est ou non français? Et dans ces cas-là, est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui, le droit du sol est la réponse attendue pour définir qui est oui ou non français? Alors évidemment, c'est une question qui devrait se poser, puisque la nationalité, si on veut en faire autre chose qu'un bout de Ben papier, oui. c'est à ça qu'on doit s'interroger, non seulement à ce qu'est être français, mais à quoi on accède en termes de collectivité, si vous voulez, en termes d'orientation populaire, en termes d'art de vivre dans un pays, etc., etc. Vous voyez, il y a à la fois une réflexion individuelle et évidemment une réflexion collective qu'il faut avoir. Alors, les opposants hein, à tout changement de la loi, eux parlent de quelque chose d'individuel. Ils estiment injuste pour celui qui pourrait bénéficier de la nationalité, ils estiment injuste pour lui à titre personnel qu'il ne puisse pas en bénéficier. Mais en réalité, ils occultent délibérément la question du collectif. Est-ce qu'on peut faire français et faire ensemble, si je puis dire, à partir d'un certain niveau de population, en quantité, hein, je veux dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être français? Est-ce qu'il faut véritablement parler la langue? Est-ce qu'il faut en connaître l'histoire, etc., etc. Et vous savez qu'à cet égard, d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de l'Europe ensemble, à cet égard, vous seriez surprise de voir à quel point il y a des différences entre les pays d'Europe. Hein. Nous sommes celui qui applique le plus le droit du sol. Hein. Mm. Voilà. Si vous allez au Danemark, ça se passe pas du tout comme ça. Hein. Voilà. Donc, on a des espèces de discussions ici qui sont on a l'impression qu'elles sont universelles parce qu'on nous a toujours dit que les principes français étaient universels, mais en réalité non. Mais regardons autour de nous, regardons autour de nous. Mm. Et voyez cette question de faire France ensemble. Voyez, c'est même un slogan qui pourrait être socialiste en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit et que la gauche, par exemple, ne veut pas du tout aborder. Dans les 4 cas
d'automaticité du droit du sol que nous avez décrit, Pascal Pierrat, on a l'impression qu'il y a juste des conditions purement temporaires à remplir. C'est-à-dire, et combien de temps ai-je passé sur le territoire national? L'ai-je passé seul? Quels étaient mes parents? Mais qu'il n'y a aucune condition contractuelle d'une certaine manière. C'est-à-dire, une fois que j'ai droit à devenir français, je deviens français, même si je ne parle pas la langue, même si je n'ai pas de travail, même si j'ai un casier judiciaire. Autrement dit, qu'est-ce qui empêcherait que quelqu'un devienne français dans la loi aujourd'hui? Ah, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Et vous avez tellement raison. Parce qu'en effet, il s'agit de conditions à cocher de façon assez triviale, en fait. Vous avez tellement raison que pour justifier de leur présence en France depuis plusieurs années, un certain nombre d'étrangers clandestins font valoir les OQTF dont ils ont été notifiés. Voilà où on en est. Pour justifier qu'en 2022 j'étais là, je vous sors le papier de l'OQTF que je n'ai pas respecté. Voilà. Donc voyez Et surtout, bien. ce qu'il y a d'admirable, c'est que le juge administratif considère que c'est valable. Ah, bien sûr. Mais voilà, voilà. Non, mais c'est tout à fait admirable. C'est tout à fait admirable. Donc, vous avez compris que ce que vous dites est vrai, c'est évidemment rationnellement, philosophiquement, etc. vrai, mais je crois qu'en la matière, on ne raisonne pas, on ne peut pas tenir de débat contradictoire, en fait, avec les oppositions politiques, parce que ces choses-là ne sont même pas entendues, elles ne sont pas discutables. Elles ne sont pas discutables. Revenons justement à l'exemple danois, à l'exemple anglais, à l'exemple suédois, à l'exemple allemand, à l'exemple roumain, à l'exemple italien. Là, au contraire, on a l'impression qu'il y a bien sûr un droit à devenir citoyen de ce pays, mais que c'est à chaque fois assorti de conditions. On peut immigrer au Danemark à condition d'avoir un emploi. On peut immigrer ici ou là à condition de s'engager à parler la langue. Et on peut s'engager à parler la langue, mais ensuite il y a un examen où on vérifie qu'effectivement la personne parle la langue. Alors qu'en France, par exemple, il y a des conditions qui seraient assorties d'une nécessité de savoir parler français, mais en fait, les examens sont, quasiment inexistants, ou même on a pu voir le cas de fonctionnaires immigrationnistes dans l'âme qui faisaient passer des examens et devant des personnes visiblement absolument pas francophones, accordaient quand même le laissez-passer en expliquant qu'elle avait été capable de bredouiller bonjour et merci, un peu comme, enfin voilà, du Ah pain ben, et du pain et du vous avez vin. raison. Vous avez raison. Moi, je me suis rendue avec Jordan Bardella au Danemark il y a quelques mois et on a pu rencontrer notamment le ministre de l'Immigration. Je rappelle que le gouvernement est en plus socialiste, si vous voulez. Donc, la question de l'immigration fait l'objet d'un consensus absolument national au Danemark sur tout l'échiquier politique. Bon, eh bien, ces gens-là nous expliquaient droit dans les yeux, sans aucun complexe, que évidemment, il fallait parler le danois pour envisager peut-être un jour d'avoir la nationalité. Il y a une autre condition qui m'avait marquée. Il fallait justifier de ne pas avoir sollicité d'aide sociale dans les 5 ans qui précédaient. Voilà qui sélectionne. Voilà qui sélectionne. Et c'est alors évidemment, la question de la délinquance, enfin, ça paraît tellement normal, tellement naturel de ne pas admettre au séjour ou à la nationalité, évidemment, quelqu'un qui s'est mal comporté dans un pays, qui en a violé les lois. Voilà. Bon, on est dans l'ordre, en France, sur ces discussions, on est dans l'irrationnel. Est-ce que tout cela, quand vous dites ça paraît normal et naturel, est-ce que le droit est prévu pour cela ou est-ce que c'est le droit qui est contre nature? On entend souvent, quand on pointe des dysfonctionnements, oui, mais en fait, c'est le droit, nos pauvres juges n'y peuvent rien, ils y sont tenus et puis c'est comme ça et pas autrement. Est-ce que l'appréciation des juges joue aussi dans ces cas de figure, Pascal Pierrat? Alors, dans le cas de la justice administrative, on ne peut pas se cacher que c'est le cas. Enfin, oui, évidemment, il y a des appréciations et du coup des décisions qui paraissent tout à fait incompréhensibles. Bon, beaucoup moins le cas du juge judiciaire. Moi, je tiens à le dire pour en avoir été.
Mais le droit, qu'est-ce que c'est? Le droit, c'est l'expression de la volonté populaire à un moment donné. Donc, c'est l'expression la représentation qu'on a donnée à chacun de nos députés. Voilà. Le droit, ça se change. Alors, je ne dis pas que ça se change facilement. J'en sais quelque chose avec l'Union européenne à laquelle nous sommes confrontés tous les jours. Ça ne se change pas facilement. Mais ça se change. Et quand un citoyen se plaint de tel ou tel sujet, telle ou telle loi, moi je l'encourage à réfléchir à son vote. Voilà. À un moment donné, on ne peut pas non plus être totalement fataliste. Il faut entrer aussi, d'une certaine manière, en choix politique, hein, pour les citoyens. Et s'ils ne veulent plus d'un certain nombre de situations, eh bien, il faut voter pour que les députés changent le droit. Et pour que le vote soit d'autant plus utile, efficace et direct, c'est probablement la raison pour laquelle Marine Le Pen, elle, appelle à un référendum justement sur le droit du sol. Est-ce que vous pourriez Bien nous en dire sûr, plus? bien sûr. Alors, c'est la question interdite. Vous voyez, c'est la question interdite, celle dont tout le monde imagine qu'Emmanuel Macron va enfin la poser. Mm. Il y a peu de chances en réalité qu'il la pose. Je dois dire que la position de Marine Le Pen et du Rassemblement national, vous savez, elle est historique, hein, sur ce point. Euh, il y a évidemment une urgence à agir de façon concrète. Et pour agir de façon concrète, pour avoir la légitimité la plus incontestable, il faut interroger les Français et il faut écouter les résultats. Voilà. Et je crois que les Français, d'ailleurs, euh, seraient rétablis quelque part dans leur exercice politique si on les interrogeait. S'agissant de Mayotte, alors vous savez bien que bon, Marine Le Pen en parle depuis des années et que là aussi, hein, à chaque fois qu'elle parle de Mayotte, elle redit la nécessité d'avoir un référendum d'une manière générale sur les questions d'immigration. Vous savez, ce ne sont pas des questions anodines. Je fais une aparté. Hier, j'intervenais dans l'hémicycle à Strasbourg sur le cas de la Suède. Voilà. La Suède, c'est ce pays scandinave qui a été tellement libéral pendant quelques années et qui le paye si cher aujourd'hui. Aujourd'hui, en Suède, il y a le plus fort taux de tués par arme à feu. L'année dernière, il y a eu 363 fusillades. Il y a 6 jours, il y a eu 10 morts dans une seule fusillade. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que la Suède, c'est un pays qui a été ouvert à tous les vents, et qui aujourd'hui compte sur son sol, partout sur son sol, plus de 200 gangs d'origine étrangère. Alors, des Syriens, des Kurdes, des Turcs, des Africains subsahariens, etc., etc. Voilà. Eh bien, le Premier ministre suédois a indiqué que maintenant, il fallait regarder les choses en face. Voilà, il faut regarder les choses en face. Et si vous voulez, en Suède, le lien entre une immigration qui a été irresponsable et incontrôlée n'est plus à faire avec la délinquance qui est subie. Voilà. Donc, pourquoi le référendum? Pour en revenir à votre question. Parce que il faut marquer symboliquement le point de départ du changement. Et moi, je ne doute pas que les Français voteront dans ce sens. Et je le dis parce que le Premier ministre suédois s'est donné 10 ans pour résoudre le problème qui envahit son territoire. Et moi, je dis que sans référendum, je me demande où nous en serons dans 10 ans. Est-ce que ce référendum rentre dans le champ de la loi tel que l'admirable Fabius et bientôt le non moins admirable Ferrand vont pouvoir en décider, l'article 11, l'article 89, etc. Est-ce que voilà, le droit du sol fait partie des questions référendaires? Ah bah écoutez, nous estimons que nous devons le faire et que nous pouvons le faire. J'entends qu'il y a évidemment des débats sur le champ du référendum. Bon, voilà, ben nous verrons. Mais si vous voulez, si on passe pas à l'action à un moment donné, on fera jamais rien. Donc moi, je crois que véritablement, c'est le sujet en plus qui se prête aujourd'hui vraiment à une question de référendum.
Alors, au-delà même des critères légaux. Évidemment que c'était pas le cas en 58 quand cette constitution a été élaborée, mais je crois qu'aujourd'hui, ça fait véritablement partie des questions qui peuvent être posées sous forme de référendum. Pascal Pirat, vous nous avez rappelé la loi, vous nous avez dit quelles en étaient les limites, vous avez exprimé le souhait avec Marine Le Pen et le Rassemblement national qu'il y ait un référendum. Est-ce que, d'un point de vue concret, quotidien, citoyen, individuel, il y a quelque chose à faire pour un citoyen de base pour lutter contre cette submersion migratoire, pour employer les termes consacrés par François Bayrou? Ce sentiment de submersion Tout à fait, migratoire, ce n'oubliez sentiment. pas. Écoutez, pour un citoyen, c'est-à-dire pour un citoyen français, pour un citoyen, pour Oui, quel c'est ça. type de Par citoyen? exemple, voilà, Nos auditeurs. voilà, est-ce que on a des recours est-ce qu'il y a un moyen comment faire pour paraître moins hospitalier qu'un député socialiste qui n'habite pas là où on a envie d'installer un centre d'accueil de migrants voilà. Vous imaginez bien que répondre à cette question, ce serait déjà mettre le doigt dans l'incitation à la haine raciale, chose que je me garderais bien de faire. Après, moi, je salue l'initiative, par exemple, de Pierre Gentillet. Il y a des choses auxquelles on peut s'opposer par le droit. D'ailleurs, ça va être une question qui va être de plus en plus prégnante dans le débat français, du fait du pacte migratoire. Vous savez que l'une des mesures du pacte migratoire européen, c'est d'imposer à chaque pays européen un quota d'immigrés qu'il devra accepter sous peine de sanctions, en l'espèce 20 000 euros par migrant refusé. Voilà. Donc, on va avoir de véritables canaux qui vont nous amener des immigrés qu'il va falloir installer sur nos territoires si nous n'acceptons pas les amendes. Et là, installés sur le territoire, je crois qu'Emmanuel Macron a déjà essayé de nous y habituer, hein, puisqu'on a maintenant de plus en plus de centres qui s'ouvrent en ruralité. Et là, Pierre Gentillet mène une action avec succès, hein, pour essayer par le droit de s'opposer à l'établissement de tels centres. Après, sur le plan individuel, le vote et l'espérance. Alors, l'espérance, et ça, on essaie d'en donner tous les jours à nos auditeurs, malgré souvent des bilans assez sombres. On a Isabelle qui nous dit en direct qu'il faut se désengager de la CEDH. Pascal Pirat, quel est le rôle justement de cette Cour européenne? Est-ce qu'elle pèse sur notre droit ou est-ce que, comme d'autres pays, on a évoqué le Danemark par exemple, on pourrait s'en défaire? Alors, le Danemark, lui, a une particularité. S'il en est là où il en est aujourd'hui, c'est qu'il a refusé Maastricht et qu'il a imposé des règles qui lui sont propres dans ces matières-là. Voilà. C'est la raison pour laquelle le Danemark est un exemple qui est un petit peu hors sol, un petit peu hors d'atteinte pour nous, je dirais, parce qu'on n'est pas dans le même cadre de contraintes juridiques. Alors évidemment, les auditeurs se posent à juste titre la question du carcan européen, mais pas que la CEDH, enfin, c'est toutes les institutions européennes telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. C'est la question de savoir s'il faut continuer à subir ce carcan. Bon, évidemment, il ne faut pas continuer à le subir. Nous estimons que il faut engager un rapport de force avec les institutions européennes, un rapport de force. Après tout, nous avons un formidable moyen d'engager ce rapport de force, c'est le fait que nous soyons contributeurs nets au budget de l'Union européenne. Et je crois qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir avoir le courage de dire on ne paye plus si on ne peut pas réviser un certain nombre de sujets. Alors, et ça, c'est une menace qui existe, en tout cas qui est débattue depuis longtemps. Et est-ce que la seule manière qu'on a de vérifier que c'est efficace, c'est de véritablement le mettre en œuvre? Parce qu'effectivement, si la France ne peut plus, qu'est-ce qui se passe? On imagine mal Ursula von der Leyen chausser des gants de boxe et aller frapper Macron, enfin, même si ce serait plaisant à imaginer. Donc, est-ce que véritablement, il y a un pays européen qui a mis en œuvre ce genre de mesures de rétorsion? Alors, j'ai pas d'exemple de pays européen qui l'ait fait, hein, évidemment. Je pense pas que vous en ayez non plus. Je vois, il faudrait pour cela que
Et d'ailleurs, on est en route vers cette situation. Il faudrait pour cela qu'il y ait un changement de majorité politique. Et ce changement de majorité politique est en train de se faire Mm. dans les pays européens. Euh, Vous savez que bon, nous, avec les Patriotes pour l'Europe, nous constituons le troisième groupe au niveau du Parlement européen. On voit bien que de plus en plus de pays, on va voir l'Allemagne bientôt, font des choix tout à fait différents. Et, et si vous voulez, tous ces masses d'électeurs qui ont quand même quelques points communs, quel que soit le pays, dans les objectifs auxquels il faut parvenir, eh bien, ça va finir par constituer des majorités qui vont nous permettre d'appuyer ce rapport de force. Probablement, ouais. Et Pascal Pierrat, donc, il y a effectivement cet espoir d'un changement de majorité et on voit bien qu'il y a une possibilité que peu à peu la droite reprenne le pouvoir. Le PPE prend du poids, les conservateurs et réformateurs européens aussi, les patriotes pour l'Europe. Est-ce qu'il y a aussi à un moment donné la possibilité d'une espèce de livre blanc des solutions nationales en matière de droit du sol? Et vous avez dit quelque chose de tout à fait intéressant, en plus de tout le reste, c'était la manière dont la France croit que son modèle est universel et qu'il est évident, alors qu'en fait, si on fait du droit comparé, pas du tout. La France est une exception et même l'exception de l'exception. C'est pas un phare, c'est une espèce d'îlot perdu au fin fond de l'Atlantique. Et est-ce qu'à un moment donné, les partis de droite européens pourraient nous faire une espèce de panorama de l'immigration du droit de l'immigration chez les 27 ? Alors, je vous cache pas qu'à titre personnel, c'est une étude que j'ai commencé à faire, Génial. puisque voilà, pour faire du droit comparé, pour regarder notamment aussi les questions de rétention administrative, de façon comparée, les délais, etc. Alors, il faut que vous sachiez que pour ce qui concerne l'application du droit du sang, donc je vous l'ai dit, on est quand même les seuls à être extrémistes en la matière. Il faut savoir que on a une marge de manœuvre qui est totale puisque, alors on va se le dire en secret sans qu'Ursula von der Leyen ne l'apprenne, Elle ne nous nous écoute avons pas normalement. encore une compétence entière sur le sujet. Donc nous pouvons encore agir de notre propre chef. Et ça, c'est plutôt réjouissant. Et si vous voulez, évidemment, l'idée, ce serait d'avoir un comparatif aussi exploitable que possible pour voir jusqu'à quel point on peut monter les curseurs sur un certain nombre de sujets. Pascal Pierrat, il nous reste un peu plus d'une minute. Si vous deviez donner une information, peut-être une idée que nos auditeurs devraient retenir concernant ce droit du sol, qu'est-ce que ce serait ? D'abord qu'il faut qu'ils se disent que ce sont des conditions, comme l'a dit Richard de Sèze très justement, qui sont des conditions qui relèvent de l'automaticité, que ce n'est pas du tout l'espèce d'absolu que la gauche essaye de leur servir. Moi, je voudrais leur dire aussi que tout ça a des conséquences, parce que il faut le raisonner en termes de masse migratoire. Et je voudrais leur dire aussi que les paroles, c'est évidemment bien beau, mais que maintenant, il faut des actes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Bruno Retailleau continue, à travers sa circulaire, de pouvoir régulariser des migrants clandestins. On nous parle des accords d'Algérie depuis des semaines. Que je sache, la lettre de dénonciation des accords n'a pas encore été rédigée. Enfin voilà. Donc, il faut que les Français ne se payent pas de posture maintenant. Il faut passer à l'acte et il faut qu'ils élisent des gens qui sont prêts à passer à l'acte sur ces sujets. Et on comprend donc derrière vos mots que si vous nous invitez à passer à l'acte, c'est bien qu'une fois que ce sera fait, les choses pourront changer. Et donc terminons sur cette note d'espoir, chers auditeurs. Le droit du sol n'est pas gravé dans le marbre. Et il pourrait être au moins modifié, si ce n'est complètement annulé. Bon, merci beaucoup Pascal Pierrat. On pourra vous recevoir à nouveau pour parler aussi des alternatives à ce droit du sol. On en a assez peu parlé, mais bon, parlons du droit du sang ou autre. Ce sera l'occasion de vous recevoir à nouveau. Je rappelle que vous êtes députée européenne du Rassemblement national depuis 2024, haut fonctionnaire, ancien juge d'instruction. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.